La muchachos, je te souhaite la bienvenue sur ce cours de droit du travail numéro 2. Dans ce cours, nous allons approfondir tes droits et tes devoirs pendant un process de recrutement. Il est assez courant ces derniers temps sur les réseaux que vous me demandiez « le recruteur me demande mes fiches de paye, est-ce que je dois lui fournir ?» ou encore « on m'a demandé de réaliser telle mission pour voir si j'étais prêt pour le poste. Est-ce que c'est un essai, pas un essai? Est-ce que je devrais être rémunéré ?» Nous allons nous intéresser à toutes ces questions. Ce cours, comme d'habitude, durera environ une dizaine de minutes et tu pourras dans les commentaires poser toutes les questions qui restent à l'issue de cette vidéo. À savoir, lorsque l'on parle de recrutement, c'est qu'il y a effectivement deux notions à connaître. La première, très importante, c'est la lutte contre la discrimination. Aujourd'hui, un employeur ne peut pas évincer. Alors ici, c'est évincer d'un process de recrutement, mais figure-toi que c'est la même notion pour tout ce qui est promotion, par exemple, dans l'entreprise. On ne peut pas écarter quelqu'un en raison d'un motif qui soit non professionnel, et plus précisément, c'est le Code du travail, dont je t'ai mis les références juste à côté, qui va ici préciser qu'on ne peut pas écarter quelqu'un, ici d'un process de recrutement, comme je te disais, en raison, ça peut être de son genre, de sa nationalité, de ses opinions présupposées, etc. Et donc, il y a tout un cas de critères pour lesquels on ne peut pas te refuser une embauche. Par exemple, techniquement, ce n'est pas parce que pendant l'entretien, tu as dit que tu étais syndiqué, que tu étais de manif tous les week-ends et que pour toi, rien ne vaut le syndicalisme, qu'on peut effectivement t'éloigner d'un process de recrutement. Là où ça va être plus compliqué, et je te l'accorde, je t'entends déjà venir, tu me dis effectivement, le problème qu'on a, c'est comment prouver cette discrimination. Aujourd'hui, nous avons en France un interlocuteur qui est donc dédié à ça, et il s'appelle le défenseur des droits. Lui, son job aujourd'hui, c'est de t'accompagner même si tu n'es pas sûr d'avoir été victime de discrimination. Tu peux aller sur le site directement Défenseur des droits et tu vas pouvoir le saisir, lui expliquer ce qui est arrivé et il va pouvoir t'accompagner et au besoin vraiment pouvoir t'aider dans cette problématique-là. Donc n'hésite pas, c'est ouvert à tout le monde, tu as tout à fait le droit, c'est gratuit et tu peux directement en quelques clics sur leur site internet le saisir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on doit aussi respecter un principe assez fort puisque pendant un process de recrutement, on ne peut pas aujourd'hui utiliser des éléments qui n'auraient pas été portés à ta connaissance. Par exemple, si on te fait faire des tests, on doit te dire à quoi vont servir ces tests. Il faut qu'ils soient pertinents et bien évidemment, il faut que ce soit transparent et que toi, tu aies eu accès aux résultats. Cela peut par exemple t'aider à prouver qu'il y a eu une discrimination si effectivement tes résultats étaient bons et concordaient tout à fait. Autre chose très importante à respecter pendant le process de recrutement, on doit toujours vérifier que le candidat n'est pas en train de cumuler plusieurs emplois qui lui feraient dépasser la durée légale de travail. Comme tu le sais, un salarié en France ne doit pas dépasser 2 durées. Attention, je te parle hors convention collective. Là, on n'est que dans le Code du travail. Il ne doit pas dépasser plus de 44 heures par semaine en moyenne, si on fait la moyenne sur 12 semaines. Donc, en gros, tu additionnes tous les temps de travail que tu as eu pendant 12 semaines et tu dois diviser par 12 et ça ne doit pas faire plus de 44 et tu ne dois pas non plus dépasser 48 heures en une fois. Fais attention parce que si tu ne respectes pas ça, toi en tant que candidat et donc finalement en tant que futur salarié, tu peux t'exposer à de vraies sanctions, donc il faut être très vigilant. Côté recruteur, comment on fait? Eh bien, on vient tout simplement demander aux salariés d'attester sur l'honneur qu'ils ne cumulent pas 2 emplois. Donc là, comme actuellement on est sur le process de recrutement, là, le mieux, c'est de lui demander à l'oral, est-ce que vous cumulez un autre emploi, etc. pour prendre l'info. Par contre, si effectivement on l'embauche, là, on insérera, et peut-être même dans le contrat de travail, une mention qui dit qu'effectivement le salarié et donc informé du fait que, etc., tout ce que je viens de te dire à l'instant. Donc, on fait attention. Pas de discrimination, de la transparence, de la pertinence. Et bien évidemment, on fait attention à ce que le candidat soit réellement libre. Sache qu'il existe 2 formes de recrutement. Tout d'abord, le recrutement que l'on appelle interne. Interne, cela veut dire que nous allons recruter dans la société. Ça peut être, par exemple, en offrant une promotion à un salarié déjà présent. Ça peut être parce qu'un autre salarié cherche à bénéficier d'une mutation et hop, un salarié A passe à l'endroit B, etc. Ça peut être aussi, par exemple, par cooptation. La cooptation, en fait, c'est quand un salarié recommande quelqu'un de l'extérieur. Par exemple, moi, je ne sais pas, Jean-Michel qui sait que son cousin Mario est hyper bon, par exemple, pour le transport frigorifique et il va donc pouvoir le coopter. Ici, il faut savoir que le Code du travail n'oblige pas le paiement de ce qu'on appelle une prime de cooptation. Ça arrive parfois dans certaines entreprises que comme l'entreprise n'arrive pas à recruter, elle dit aux salariés, essayez de nous amener d'autres personnes de l'extérieur et en échange, si jamais on conclut un contrat avec ces personnes-là, alors vous aurez une prime. Cette prime, sache qu'elle n'est pas obligatoire, mais elle se fait dans beaucoup de secteurs d'activité. Deuxième type de recrutement, il y a donc ce qu'on appelle les recrutements externes. Là, c'est quand on va directement chercher quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être en passant par un chasseur de tête, une agence de
de recrutement directement, ou ça peut être encore via les réseaux communautaires, ça peut être aussi via les réseaux comme l'APEC. En tout cas, on vient chercher quelqu'un de l'extérieur de l'entreprise. Recrutement en interne, une des questions que vous me posez beaucoup, c'est est-ce que l'employeur peut aller recruter quelqu'un en externe si jamais moi qui aimerais bien avoir ce poste-là, je suis déjà présent dans l'entreprise et que je souhaite postuler? Est-ce qu'il y a par exemple une priorité? Eh bien oui, dans certains cas, il y a une priorité. Un premier cas, c'est la priorité systématique. Ça veut dire que du coup, on doit obligatoirement le proposer. Ici, on vise les postes qui ne sont pas télétravaillables, que l'on doit proposer aux gens qui sont en télétravail. Ici, c'est systématique. Le salarié n'a pas besoin de s'être manifesté pour dire moi j'aimerais bien que vous me proposiez, etc. Si un poste de l'entreprise devient non télétravaillable ou qu'on ouvre un poste non télétravaillable, alors on le propose aux personnes qui font le même poste mais en télétravail. Deuxième possibilité, on est ici dans les cas où le salarié serait à temps plein ou à temps partiel ou encore qu'il travaille d'horaire de jour à horaire de nuit. Dans ces cas-là, c'est moins systématique. Il faut que le salarié qui est dans une de ces situations ait manifesté sa volonté vis-à-vis de l'employeur de passer ou d'avoir une proposition si un poste s'ouvrait. Donc si jamais dans votre entreprise, vous êtes à temps partiel, que vous avez manifesté votre volonté de travailler à temps plein sur le même poste ou alors que vous travaillez en horaire de jour ou horaire de nuit, enfin vous l'avez compris, alors dans ces cas-là, manifestez-vous auprès de votre employeur pour qu'il vous propose à vous le poste. Attention, après on est bien dans du recrutement, il va vous le proposer, mais il faut bien évidemment que vous rentriez dans ce qu'on attend pour le poste. Enfin, quid de la fourniture pendant le process de recrutement, de tous ces documents qu'on te demande et de tout ce qu'on va te demander de réaliser. Tu vois, j'ai même du mal à le dire. Là, pour le coup, je vais te poser une question simple qui revient, mais je crois même chaque semaine, que ce soit dans les lives ou dans les commentaires. Le recruteur me demande de fournir mes anciennes fiches de paye. Dois-je lui fournir? Alors déjà, quelque chose de très important. Personne ne peut vous contraindre à fournir vos fiches de paye, sauf bien sûr quand je dis personne, s'il y a un contrôle fiscal, vous dites pas non mais Marion DHM elle a dit faut pas fournir et tout. Là moi je vous parle dans ce genre de contexte très privé, bien évidemment qu'on ne peut pas vous imposer de les donner. Très souvent, quand un recruteur ou un futur employeur va vous demander vos fiches de paye, c'est parce qu'en fait, du coup, vous avez des prétentions salariales et il veut vérifier que, effectivement, dans votre précédent emploi, vous aviez peut-être, je sais pas moi, le statut cadre que vous dites que vous aviez tel intitulé de poste, que vous aviez tel salaire ou encore telle prime, etc. La première chose à savoir, déjà, c'est que, en toute logique, vous n'avez jamais l'obligation de lui fournir. Pourquoi? Parce que ce sont des informations privées. Et ça, la CNIL, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un peu notre police de la donnée en France, la Commission nationale informatique et liberté. Et elle est très claire à ce sujet. Non, vous n'avez jamais d'obligation. Alors, passé ça, effectivement, si toi, tu as envie de les fournir pour justement démontrer quelconque statut, emploi, salaire, prime, etc., tu as le droit de le faire. Moi, ce que je te conseille quand même de faire dans ces cas-là, c'est que sur ta fiche de paye, tu vas venir en fait enlever, en tout cas cacher certaines mentions qui ne sont pas utiles à la réponse aux questions qui te sont posées. Un exemple, ton numéro de sécurité sociale qui apparaît sur ta fiche de paye ou encore ton adresse postale, ce ne sont pas des éléments qui vont permettre à l'employeur de savoir si tu dis vrai ou pas. Ça, c'est vraiment le côté légal. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu vas t'amuser à fournir comme ça des documents où il y a ton numéro de sécurité sociale, etc., moins tu vas être en capacité de savoir où est-ce qu'il est en train de se balader. Donc à chaque fois, dis-toi, quelles sont les informations qu'on cherche à avoir ici? Si effectivement l'information c'est est-ce que j'avais le statut cadre ou pas, on n'a pas besoin de connaître toutes les autres informations relatives à ta vie privée. Quand je te dis ça pour la fiche de paye, en réalité ça marche pour tous les documents qu'on va te demander. Bien évidemment, tu n'as rien à gagner à pas fournir la copie de tes diplômes parce que là pour le coup, effectivement ça peut te fermer la porte à un emploi parce qu'on peut avoir envie de vérifier. Et d'ailleurs, j'en profite, arrêtez de mentir sur vos diplômes car aujourd'hui, bien évidemment qu'on peut absolument tout vérifier et que bien évidemment c'est un motif de rupture du contrat. Alors, comme je te le disais dans mes précédentes vidéos, la jurisprudence dit aussi que si on a laissé un salarié travailler trop longtemps en sachant qu'il n'avait pas le diplôme, mais avec le poste auquel il prétendait avec ce diplôme, ça va être compliqué de le licencier. Mais toujours est-il que faites attention, donc les diplômes, oui. Après, si je vous reprends d'autres documents qui ne sont pas forcément utiles, imaginons que vous êtes en process de recrutement, je vais reprendre mon exemple avec le transport frigorifique. On n'a pas besoin de voir tout de suite vos permis de conduire. Vous pouvez tout à fait attester que vous les avez et ne les fournir qu'au moment où vous serez réellement embauché. Pareil, ça va être pareil pour l'extrait de casier judiciaire, etc. On n'a pas d'éléments qui soient obligatoirement à fournir dans le cas
d'un recrutement. Les seuls documents qu'on va vous demander, pièce d'identité et si vous êtes embauché, bien évidemment, on ne fournit rien avant d'être embauché. Une fois qu'on a une promesse d'embauche ou un contrat de travail, alors dans ces cas-là, on peut tout à fait donner la pièce d'identité, la copie de la carte vitale ou une attestation vitale, les diplômes, le permis de conduire si nécessaire, etc. Mais en attendant, faites attention, de manière générale, ne vous amusez pas trop à distiller comme ça vos données parce qu'après, vous n'êtes pas en capacité de savoir où elles sont. Et petit tips, c'est bon à savoir, vous avez tout à fait la possibilité aussi à l'issue du process de recrutement, si vous n'êtes pas engagé, de demander au recruteur de supprimer vos données. Et ça, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation de votre part de lui laisser vos données, elles vous appartiennent toujours. Et de la même manière que pour la lutte contre les discriminations, tu pouvais te tourner vers le défenseur des droits, si là tu penses qu'il y a eu un abus au niveau de tes données personnelles, ici c'est donc la CNIL, C-N-I-L, que tu vas pouvoir directement aller saisir. Notre topo aujourd'hui sur le recrutement, quels sont les documents qu'on peut me demander, quels sont les principes à respecter, comment faire si je constate un abus. En tout cas, j'espère que ça t'aura éclairé. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et on se retrouvera pour l'épisode 3. Allez, je te le dis à toi, on parlera contrat de travail. À lundi, pense à activer les notifications pour ne pas louper la prochaine vidéo.